Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin à nos ateliers sur l'investissement qui sont là pour vous donner les outils afin de faire la finance autrement. L'atelier du jour, intitulé Comment investir pour vos enfants, vous est présenté par Gaëlle Janot, directrice exécutive de Naos, qui est le gestionnaire d'actifs du groupe Profin. Nous allons tout d'abord passer la parole à Robert Parret Jr., président du groupe Profin, qui fera une brève introduction juste avant la présentation de Madame Janot. Le groupe Profin vous souhaite un bon atelier sur l'investissement. Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel atelier sur l'investissement offert par le groupe Profin. Comme il le fait depuis maintenant plusieurs années. Le premier atelier sur l'investissement, je prends plaisir à le rappeler, date du 9 janvier 2017. Donc déjà plus de 6 ans que nous avons pris l'initiative de former et d'informer. Car nous savons que pour faire la finance autrement, il faut acquérir des connaissances, des savoirs, des enseignements qui permettent de traverser de l'autre côté de la finance moderne. Une finance qui nous a manqué ici en Haïti et que le groupe Profin se donne la vocation de rendre beaucoup plus accessible. Beaucoup plus accessible à travers les produits, à travers les services, à travers les différentes entités qu'il a créées progressivement, mais aussi beaucoup plus accessible grâce à la simplicité des investissements et des solutions qu'il apporte. Et Gaëlle Janot, qui dirige Naos, se donne la vocation avec cette entreprise justement de faire la finance simplement. Ça tombe bien parce que faire les choses simplement favorise le début de l'éducation financière. Et aujourd'hui, nous allons parler justement d'éducation destinée à l'investissement pour les jeunes, pour les plus jeunes, nos enfants. Et il est bien que pour nous parents et pour nos jeunes également, que nous puissions commencer par des formules qui sont simples. Peut-être compliquées, mais quand elle est mise dans des paquets qui sont rendus accessibles et simplifiés, elle peut présenter des attraits qui sont significatifs. C'est tout ce que Gaëlle va vous exposer aujourd'hui à travers cette présentation qui, j'espère, va retenir votre attention et surtout va nourrir chez vous, mais plus tard aussi chez les plus jeunes, chez vos enfants, chez nos enfants, cette conviction qu'il faut prendre son avenir en main. Cette conviction qu'en le prenant en main très tôt, en le prenant en main également avec les bons partenaires, on peut se bâtir un avenir financier qui servira dans les différentes étapes de la vie, mais surtout qui servira quand, comme chacun d'entre nous, atteindrons un âge où nous n'aurons plus l'énergie, la capacité ou la volonté de travailler et où, heureusement, je l'espère pour chacun d'entre nous, nous aurons eu l'opportunité de créer suffisamment de patrimoine pour le mettre au travail pour nous. Commençons cette éducation par nos enfants, mais en le passant par vous. Donc, j'espère qu'il y a ici beaucoup de parents. J'espère que vous serez très attentionnés et que pour vos enfants et pour vous-même, vous retiendrez le maximum de cette présentation. Je vous confie à la charmante attention de Gaëlle, qui, je suis certain, saura, si vous n'êtes pas déjà convaincu de l'opportunité de faire la finance autrement, saura le faire. Gaëlle, je te passe la parole. Bonjour à tous, Voilà. merci de vous retrouver. Alors, comment investir pour vos enfants? Quand on a préparé cet atelier, on s'est posé plusieurs questions et quelles sont les motivations? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et vous verrez que c'est quand même très important d'impliquer nos enfants dans ces discussions, dans ces problématiques finalement quotidiennes de comment gérer son argent, comment le placer correctement, comment faire nos premiers investissements, etc. Donc, on va voir comment épargner pour son enfant. Épargner pour son enfant, c'est le faire en général dès le plus jeune âge. Et l'objectif, c'est ce qu'on conseille, et l'objectif, c'est de lui permettre de financer un projet précis à terme. Donc, en général, on pense que c'est à partir de 18 ans, 20 ans, certains c'est pour la fin des études. Ça, c'est les motivations de chaque parent pour décider à quoi servira éventuellement cet argent. Mais ce projet précis, finalement, au départ, il démarre dans la tête des parents, mais finalement, il se poursuit dans la tête des enfants. Et l'enfant qui sait que son parent a constitué une épargne, pour lui, va pouvoir se projeter,
va pouvoir imaginer ce qu'il va faire de cette somme, va s'enquérir de savoir où est-ce qu'en est cette somme d'argent, comment elle a évolué, des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a quelques projets, hein, auxquels on pense, acheter son premier achat immobilier, financer ses études supérieures. Alors, passer le permis de conduire, le passage du permis de conduire, dans certains pays, ça coûte très cher, mais si c'est pas le passage du permis de conduire, ça peut être l'achat de la première voiture, ça peut être également un apport pour constituer un premier investissement pour créer sa société. Et surtout avoir aussi quelques liquidités pour débuter, sa vie professionnelle et ça, c'est pas toujours évident. On ne sort pas des études en ayant toujours un travail et bien souvent, soit parce qu'il a fallu financer ses études, soit parce qu'il a fallu, avoir un début de vie d'indépendance, d'autonomie et bah, très souvent, on se retrouve à 20 ans, 25 ans avec non pas, un compte créditeur, mais plutôt un compte débiteur avec, des petits emprunts qui ont été pris pour débuter sa vie. Et vous en conviendrez, débuter sa vie avec une dette vis-à-vis de la banque en général, c'est pas la meilleure façon. Donc quand les parents ont pensé à préparer, une épargne pour leurs enfants et qu'ils leur remettent à l'âge, désiré, c'est vrai que c'est plutôt un beau cadeau, qu'on peut faire, à nos enfants et donc je pense que réellement c'est quelque chose auquel tout parent doit penser. Donc permettre à votre enfant d'accéder à l'indépendance financière plus rapidement, c'est lui permettre de l'aider à construire son futur, à bâtir son indépendance financière et on va voir comment. Tout d'abord, ce qu'il faut imaginer, c'est que votre enfant récupère de l'argent à son baptême, sa communion, son anniversaire, Noël, les grands-parents, etc. Cet argent, c'est une bonne chose. Bien souvent, on le met dans les tirelires, mais c'est quand même plus intéressant de le mettre sur un compte épargne. Pourquoi? Parce que dans une tirelire, vous vous exposez directement à l'inflation. Pour ceux qui ont assisté aux derniers ateliers, c'est un sujet dont on a déjà parlé, mais que je vais reprendre avec vous ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Haïti, depuis 3 ans, on est à peu près à un taux d'inflation de 46%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous pouviez acheter avec 10 000 gourdes, il y a 3 ans, n'est plus la même chose que ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec 10 000 gourdes. Vous avez perdu du pouvoir d'achat. Donc cet argent qui est dans la tirelire, de la même façon, il se déprécie. Donc il constitue une valeur moindre que ce qui valait au départ. Et comment on fait ça? On le fait en plaçant l'argent. En plaçant l'argent à un taux supérieur à l'inflation. Donc ici, en gourde, le plus facile, le moyen le plus facile, ça va être de placer son argent en dollars. Ainsi, on n'est plus exposé à l'inflation, à la dépréciation de la gourde. Déjà, on est exposé sur une monnaie qui est forte et qui n'est pas exposée aux mêmes variations, à la même force hein, dans les variations. Bien sûr que sur le dollar, il y a également de l'inflation, mais on est plutôt autour de 1 ou 2% et non pas 46%. Et ensuite, eh ben, voilà, on essaye d'aller chercher un taux qui est au-dessus de l'inflation. Donc, si le dollar a une inflation à 2%, comme c'est à peu près les derniers taux qu'on va constater sur les dernières années, alors on va chercher à placer son argent avec un rendement au moins à 2%. Un petit exemple pour bien comprendre le phénomène de l'inflation. On a 2 clients qui ont 100 000 gourdes. L'un a réalisé son placement et à cause de l'inflation, n'a pas réalisé, pardon, excusez-moi. L'un n'a pas réalisé son placement et à cause de l'inflation, il se retrouve avec 51 110 gourdes en 2020. L'autre, il a réalisé un placement avec un taux de 4% annuel et donc il se retrouve avec une somme de 115 000 gourdes à juin 2020. Donc sur la même période, c'est quand même intéressant de voir que ces 2 personnes avaient la même somme au départ et on voit le différentiel 4 ans plus tard. Quand il s'agit de sommes plus conséquentes, je vous invite fortement à placer cet argent. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour votre enfant. De plus, votre enfant est petit. Donc, ce qui est intéressant, là encore, c'est que vous allez pouvoir profiter des intérêts composés à long terme. Qu'est-ce que c'est les intérêts composés? On en a déjà parlé également dans les précédents ateliers. Alors, j'ai essayé de chercher pour vous, je vais sans doute pas très bien le dire.
mais j'espère que vous me pardonnerez. En créole, comment on traduit intérêt composé? N'hésitez pas à me reprendre. Gré cochon qui cuite cochon. Donc, pour que ça parle à tout le monde, qu'est-ce que c'est? Quand vous placez votre argent, vous avez des intérêts. Ces intérêts, évoquons l'exemple, j'ai 100 000 $, je place à 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes 100 000 $ vont générer 3 000 $ supplémentaires. Sur ces 3 000 $, je vais les réinvestir. Ça veut dire que mon investissement n'est plus de 100 000 $, il va être de 103 000 $. Donc, l'année d'après, je vais toucher des intérêts 100 000, mais sur 103 000. Donc, les 3% sur 103 000, ça va faire 3 090 $. Et ainsi de suite. Donc, je vais gagner des intérêts sur les intérêts. Et ça, c'est une des plus grandes forces qui existent. L'effet de levier du temps, il est hyper important ici, puisque quand vous avez du temps devant vous, et c'est exactement ce qu'a un enfant, au moins jusqu'à sa majorité, et ben vous pouvez en profiter pour placer son argent et bénéficier pleinement des intérêts composés. Ici, sur cette slide, je vous ai mis un petit calculateur sur des sommes qui sont, j'espère, raisonnables, hein, pour imaginer un petit peu ce que ça peut donner, à quel point finalement, on voit à quel point ça peut grimper rapidement l'épargne pour les enfants. En mettant une somme au départ de 1 000 $ et en rajoutant chaque mois 100 $ sur 20 ans, ok, vous aurez fait un effort d'épargne pour votre enfant de 25 000 $. Mais votre enfant, il aura en tout sur son compte 78 392 $. Donc, les intérêts qui auront été générés, non pas par votre effort à vous, non pas par votre sacrifice financier. Votre sacrifice, il a été de 25 000 $. Mais ce qui a été généré en plus, c'est bien plus important. C'est 53 392 $. Donc, vous voyez, on revoit là sur la présentation, il y a le petit graphique. L'effort qu'a constitué le parent, c'est la couleur bleue. Ce qui a généré les intérêts composés, c'est la couleur orange. Donc, on voit à quel point ça monte de manière exponentielle. Et plus, en fait, on avance dans le temps, si j'avais mis 50 ans, vous auriez possible, en fait. Donc ça, c'est quand même très, très important d'avoir en tête ça. C'est vrai, aujourd'hui, on parle des enfants. Je fais un petit clin d'œil, c'est vrai aussi pour la retraite. Vous épargnez là pour vos enfants. Vous avez du temps pour qu'ils profitent de cette épargne. Donc, c'est important de se saisir de ce temps-là pour permettre aux économies de faire, à ces économies de faire des petits et de prospérer sur le compte de votre enfant. Ensuite, j'ai été chercher un petit peu, voilà, j'ai fait mes recherches en sachant qu'on avait ce rendez-vous aujourd'hui pour essayer de voir un petit peu quelles étaient les pratiques. Alors, je n'ai pas trouvé de sondage propre sur Haïti, mais j'ai quand même trouvé des choses assez intéressantes. Et au final, il y a quand même 80% des parents qui mettent en place une solution d'épargne pour leurs enfants, on va dire dans les pays développés, parfois à la naissance. Bien souvent, autour de 11 ans, on commence à donner de l'argent de poche. Et puis, voilà, à 18 ans, c'est là où on remet un petit peu le pactole aux enfants, considérant que c'est l'âge auquel ils ont la sagesse, je ne sais pas si c'est vrai, mais de décider de ce qu'ils pourraient en faire. Si on regarde ensuite les taux, ce qu'on voit, et on l'a vu, c'est qu'on a 80% des parents qui se sentent concernés par le fait d'ouvrir un compte à leur enfant. Mais bien souvent, ils ne le font pas forcément correctement. Je m'explique. On a parlé de la tirelire tout à l'heure, c'est une bonne chose. Mais souvent, le réflexe, c'est d'aller ouvrir un livret ou un compte bancaire. On se dit, OK, je ne le laisse pas dans la tirelire, je vais le mettre sur un compte bancaire, mais soit un compte bancaire qui rapporte rien, soit un compte épargne qui rapporte des taux assez faibles. On l'a vu tout à l'heure, on a du temps. Le temps, c'est le meilleur allié que vous aurez quand vous ferez un investissement. Donc, c'est essentiel d'utiliser ce bénéfice du temps pour aller chercher des rendements attractifs. Ici, vous avez une simulation avec 5 taux de rendement différents pour la même somme investie au départ. Au départ, on investit 10 000 $ et ensuite on met 100 $ par mois pendant 20 ans. Donc, on a toujours notre âge de 20 ans.
Et dans tous les cas, in fine, on aura investi 18 000 $, selon les taux. Si on a un intérêt, on place son argent avec un intérêt de 2%, alors on aura un résultat de 24 759 $. 4%, on gagne presque 10 000 $. De plus, on a 34 455. 8%, 68, un peu plus de 68 000 $. 12%, un peu plus de 139 000 $. Et 16%, plus de 287 000 $. Donc, vous voyez, alors ça paraît logique, hein, meilleur est l'intérêt, plus je gagne de l'argent. On est d'accord que c'est pas une grande découverte. Mais ce qui est la grande découverte, c'est à quel point un taux un tout petit peu plus élevé sur du long terme impacte, donc on parle ici d'un effet démultiplicateur, hein, impacte le résultat sur le compte épargne de votre enfant à long terme, au bout de 20 ans. Donc, je suis sûre que vous n'imaginez pas que c'est possible. Allez, même si je ne prends pas le dernier taux à 16%, prenons le taux à 12%, qu'en plaçant 18 000 $, vous permettriez à votre enfant de constituer une somme de 139 000 $. Je pense que dans l'esprit de beaucoup, c'est une découverte, puisque ça paraît extraordinaire, presque trop beau. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Le niveau des taux d'intérêt. Il faut aller chercher des taux d'intérêt qui sont attractifs. Quand on a du temps, c'est un contresens de ne pas le faire, en fait. Donc, il faut aller chercher des taux attractifs. Et il faut placer sur du long terme. Donc, idéalement, commencer dès la naissance de son enfant pour avoir cette vingtaine d'années devant nous pour constituer un patrimoine intéressant. Alors, la question qui vient ensuite, c'est combien mettre de côté pour ses enfants? La première chose qu'il faut retenir, c'est ne vous mettez pas en difficulté financière pour faire l'épargne de vos enfants. Avoir conscience qu'il faut épargner pour vos enfants, c'est une bonne chose, mais il faut que vous puissiez, vous aussi, mener vos projets. Donc, quand vous définissiez votre budget, vous palliez aux charges immédiates, vous regardez l'épargne, vous constituez une épargne pour, on va dire, pour gérer les choses inattendues qui peuvent arriver, changement d'une machine à laver, d'une voiture, des petites choses comme ça. Et ensuite, vous regardez, vous placez votre épargne à long terme, et c'est ici que vous allez réfléchir à en dégager une partie de votre épargne à long terme pour le placer pour vos enfants. Mais il ne faut pas que vous vous mettiez en situation, si vous finissez le mois à découvert, évidemment, c'est vous qui êtes le chef de famille, c'est vous qui faites bouillir la marmite. Il est évident qu'il faut que votre situation financière soit stable avant de penser à investir pour vos enfants. Pour autant, dès lors que vous avez cette capacité d'investir, encore une fois, si vous le faites tout de suite à la naissance, le plus tôt possible, on va dire, si vous le faites régulièrement, et ça c'est le secret, et si vous le faites donc régulièrement et dans le temps, on va voir que l'effort d'épargne en tant que tel, il n'est pas si important que ça. La question qu'on se pose, c'est finalement quel est le montant que je veux que mon enfant bénéficie à ses 18 ans. Donc, si on estime, par exemple, qu'on veut qu'il ait au moins 10 000 $ à ses 18 ans, alors on le voit, hein, ça signifie quoi? Ça signifie placer 39 $ par mois au taux de 2% pendant donc 18 ans, ou encore 32 $ par mois au taux de 4%, ou encore moins, 25 $ par mois au taux de 6,5%, ou pour finir, 18 $ par mois au taux de 9,5%. Donc on voit qu'en fait, ce n'est pas des grosses sommes. Évidemment, plus on va aller chercher un rendement attractif, plus on va avoir, moins on va avoir besoin de faire cet effort d'épargne, puisque c'est les intérêts qui vont faire le reste du job à notre place. Mais donc on voit que c'est intéressant parce que finalement, ce n'est pas des gros montants, et pour autant, en mettant 18 $ par mois pendant 18 ans à vie, eh ben, j'aurais permis à mon enfant de bénéficier d'un petit pécule de 10 000 $. Alors, si on veut viser plus, si on veut viser une enveloppe de 25 000, par exemple, respectivement, il faudra mettre 97 $ à 2%, 79 $ à 4%, 62 $ à 6,5% et 44 $ à 9,5%. Donc, en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé pour son enfant, soit on calcule sa capacité d'épargne sur le mois, c'est-à-dire combien je peux mettre, est-ce que je suis capable de mettre 50 $, 100 $, peut-être les 10 premières années, je suis
je peux mettre que 50 $ et puis de ces 10 ans à ces 20 ans, je pourrais augmenter cette capacité et rajouter et mettre 100 $. Donc ça, c'est soit vous définissez la somme que vous pouvez investir en fonction de votre propre capacité d'épargne, soit vous essayez de considérer qu'il est raisonnable d'imaginer le montant que vous souhaitez verser à votre enfant à sa majorité et on fait le calcul dans l'autre sens pour vous accompagner et décider le montant idéal à épargner chaque mois pour lui. Donc, on a vu les motivations pour placer l'argent pour son enfant, on a vu le montant, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme montant, et maintenant la question c'est où est-ce qu'on place cet argent-là? D'abord, la première chose à faire, c'est ouvrir un compte pour mineurs. La démarche d'ouvrir un compte pour mineurs, elle est sensiblement la même que pour lorsque vous ouvrez un compte à titre personnel. La personne qui peut le faire, c'est le représentant légal qui va ouvrir un compte au nom du mineur. Il doit apporter de la même manière tous les documents nécessaires en tant que représentant légal. Lui-même n'a pas l'obligation d'être un client de l'institution, c'est pas une obligation, c'est pas conditionné. Le parent ou le représentant légal aura la possibilité de consulter le compte à tout moment et de garder un contrôle sur le compte puisque le mineur n'est pas jugé juridiquement capable de le faire. Et il sera le seul, le parent ou le représentant légal, il sera le seul à pouvoir être autorisé à agir sur le compte. Le mineur, quant à lui, il n'a pas l'obligation d'être présent lors de l'ouverture de compte. En revanche, il va recevoir toute la documentation, toute la communication à son nom. Il est titulaire du compte et à sa majorité, toutes les fonctionnalités qui sont bloquées, puisque aujourd'hui, il n'est pas en mesure, en tant que mineur, n'est pas en mesure de faire un retrait ou de faire un ajout même. Il est obligé d'être accompagné par son représentant légal. À la majorité, toutes ces fonctions qui sont bloquées seront débloquées et le compte mineur se transformera en un compte standard. Donc ça, c'est la première chose à faire, que ce soit auprès d'une banque commerciale ou d'une institution financière. Il est important, on l'a vu tout à l'heure, un peu d'argent, quelques pièces dans la tête pour le côté un petit peu pédagogique, ponctuel, petites dépenses, c'est bon. Mais ensuite, il est important de pouvoir ouvrir ce compte pour votre enfant afin de pouvoir faire cette épargne et de pouvoir aller chercher des placements avec les rentabilités dont on a évoqué tout à l'heure. Comme tout investisseur, votre enfant, on va lui proposer plusieurs solutions de placement. C'est pas lui qui va décider. On l'a vu tout à l'heure, c'est vous, en tant que représentant légal du compte de votre enfant, qui êtes décisionnaire. Et vous allez décider en fonction de votre profil d'investisseur. OK? Donc, on l'a déjà dit, on l'a déjà évoqué. L'investisseur, c'est votre capacité à accepter et à gérer le risque, votre capacité à rechercher un rendement plus ou moins attractif en fonction du risque qui est associé. Donc, un profil prudent, ça va être quelqu'un qui va vouloir sécuriser ses placements, être plutôt sur des rendements garantis, des rendements stables. Un profil équilibré, c'est quelqu'un qui va avoir une légère tolérance au risque et qui va avoir une majorité de son portefeuille, on va dire, peu risqué, avec une petite partie dans laquelle il tolère, il accepte de prendre un risque. Un profil dynamique, ça va être un profil qui va être davantage d'accord à supporter un risque quant à l'épargne qu'elle a investie. Je vous rappelle que vous avez la possibilité chez Profin de remplir votre profil investisseur afin de découvrir à quel profil vous appartenez. Est-ce que vous êtes plutôt agressif dans vos placements? Est-ce que vous êtes plutôt prudent? Toujours rigolo de faire ce petit test. Puis surtout, c'est rigolo, mais c'est surtout nécessaire et impératif de se positionner. L'objectif, c'est d'être serein dans ses placements. Je fais des recommandations lors de cet atelier, mais il est important d'être en phase et en ligne avec ce que vous avez envie
de la manière dont vous avez envie de voir évoluer cette épargne-là. Si vous n'êtes pas confortable avec le placement qui vous est proposé parce qu'il n'est pas en ligne avec votre profil d'investisseur, c'est pas un bon placement, même s'il vous rapporte de l'argent. Si je le dis souvent, si vous faites une crise cardiaque à chaque fois que vous regardez votre état de compte parce qu'il y a un pic à la hausse, un pic à la baisse et que pour vous c'est trop de montagnes russes et que c'est compliqué à gérer émotionnellement de regarder votre épargne faire les montagnes russes, hein, c'est que c'est pas le bon produit de placement pour vous. Il faut aller sur des choses qui ont une volatilité moindre. Si en revanche vous êtes du style à vous être confiant et à vous dire j'ai fait mon placement, j'ai pas besoin pendant 10 ans, ce qui se passe dans les 10 années ne m'intéresse pas, je ferme les yeux et on verra bien. Alors là, oui, ça sert à rien de prendre un produit hyper sécurisé. Allez chercher le risque et l'attractivité du rendement. Il y a beaucoup plus d'intérêt dans ce cas-là. Et donc, sur cette échelle-là, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous au même niveau, on a tous nos appétences, on a tous nos sensibilités. Et donc, c'est très, 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 très important de faire cet exercice-là. Pour autant, alors je vais y revenir après, qu'est-ce qu'on a comme type de produit? On va commencer par ça. Qu'est-ce qui existe comme type de produit? Une petite synthèse, on a les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, c'est quoi? Ce sont des structures qui vont regrouper différents intérêts communs de plusieurs investisseurs. Et donc, en fait, on va gérer pour le compte de plusieurs investisseurs l'épargne qu'on va investir dans différentes valeurs mobilières, comme les actions, comme les obligations, en confiant la gestion du fonds à des experts, à des professionnels. Et donc, en fait, c'est eux qui vont gérer, qui vont décider des placements, qui vont se couvrir contre le risque de change. Donc, ils vont vous faire bénéficier d'une gestion de portefeuille dite professionnelle. Ensuite, vous avez les actions. Donc ça, c'est un titre qui est négociable par une société et ça vous donne un droit de propriété. Donc quand vous achetez une action directement, vous détenez une partie du capital d'une société. Donc ça, c'est évidemment la catégorie d'investissement la plus risquée, mais pour autant, c'est la plus attractive. Et on voit sur certaines valeurs des plus 500 000, 1000%, plus 8000%. Je pense notamment aux valeurs technologiques comme Apple. Depuis 10 ans, la variation du cours, elle est extraordinaire et très profitable pour les actionnaires d'Apple. Les actions, ça paraît compliqué, ça paraît tout ça. Pareil, pour un enfant, ce n'est pas rédhibitoire. Vous pouvez, sur son compte de placement, investir pour lui des titres en actions. La seule recommandation que j'aurais dans ce cas de figure-là pour vous, c'est de dire attention à la diversification. N'allez pas tout mettre l'épargne de votre enfant sur un seul titre. C'est d'ailleurs un des principaux avantages qu'offre le fonds commun de placement, d'avoir déjà cette diversification intégrée dans le fonds. Le gérant va acheter plusieurs titres, va s'exposer à plusieurs titres pour optimiser son rendement et diminuer son risque. Ensuite, on a la troisième catégorie qui sont les obligations. Donc ça, c'est des titres qui sont négociés par une entreprise, un émetteur. Simplement, c'est une dette. Donc en fait, vous achetez une partie de la dette de l'entreprise qu'elle doit vous restituer sous forme d'intérêt et de capital à l'échéance. Les termes peuvent varier en fait d'une obligation à une autre, hein, c'est pas fixe. Mais ça vous permet d'avoir souvent un rendement fixe. Donc souvent, c'est aussi ce qui est recherché. J'ai pas mis ici les comptes dépôt qui ne rapportent pratiquement rien. J'ai pas mis ici les comptes épargne bancaires qui sont bien souvent en dessous d'un taux de 2%, puisque ce serait contre-intuitif par rapport à ce que je suis en train de vous raconter depuis tout à l'heure, à vous dire il faut aller chercher un taux supérieur à celui de l'inflation du dollar. OK. J'ai mis après une autre catégorie, il s'agit de l'immobilier. L'immobilier, en tant que parent, si vous avez les possibilités et les moyens, alors soit les moyens cash d'investir, soit les moyens de vous endetter pour le faire, investir dans un bien immobilier à la naissance de votre enfant, ça peut aussi être un choix judicieux si vous avez cette capacité.
Pourquoi? Parce que soit vous avez payé cash et les revenus qui sont dégagés par ce bien, complètent et vous pouvez les placer pour, permettre de constituer une nouvelle épargne, soit parce que, votre enfant à 18 ans, il a un bien immobilier qu'il peut revendre ou dans lequel il peut habiter pour, débuter son autonomie aussi personnelle. Donc c'est plutôt aussi un choix intéressant. J'ai pas, fait de focus, je tenais quand même à faire ce petit clin d'œil, mais j'ai pas fait de focus ici puisqu'il faut, pour faire ce choix, il faut aussi que le marché local immobilier soit propice. Or, en ce moment, c'était pas tellement opportun et donc j'ai pas voulu, développer davantage, cette partie-là aujourd'hui. Donc on va rester sur les produits financiers, pour constituer l'épargne de vos enfants. Dans ces ateliers, on essaye de vous donner des concepts pédagogiques, on essaie de vous dire ce qu'on a appris, nous-mêmes en tant que professionnels, mais on se doit aussi de vous donner une recommandation, un avis et si vous répondez à cette question: «Est-ce que, vous investissez à long terme pour votre enfant?» Si la réponse est oui. Si à la deuxième question, vous allez investir régulièrement pour votre enfant et que la réponse est également oui, ma recommandation, c'est d'aller chercher au moins un profil équilibré en tant qu'investisseur, au minimum. Donc soit un profil équilibré, soit un profil dynamique. C'est parfaitement envisageable. Pourquoi? Parce que vous avez du temps devant vous, vous avez, plus de 10 ans et donc même si l'épargne que vous allez faire pour votre enfant va être, soumise aux fluctuations du marché, elles ont le temps, les fluctuations, elles montent, elles descendent, elles ont le temps de se lisser, elles ont le temps de se normaliser, de sorte à ce que vous puissiez bénéficier quand même d'un rendement plus attractif. On a peur du risque parce qu'on se dit: «Oh là là, quand j'aurai besoin d'argent, ça va être au moment où ça va être, dans un pic baissier». Peut-être, mais quand justement on a du temps c'est pas du jour au lendemain qu'on se dit pile: «Oh, à 18 ans, je débloque tout l'argent». On anticipe, on regarde où en est l'épargne, lorsque l'enfant a 16 ans, lorsqu'il a 17 ans. Donc ça permet de sortir de l'investissement risqué à ce moment-là pour, sécuriser ce qui aura été, acquis et donc d'avoir une gestion un petit peu plus précise, un petit peu plus pilotée, on va dire, pour parfaire en fait la gestion de l'épargne de vos enfants. Et investir régulièrement. Investir régulièrement, c'est la clé quand vous allez chercher du risque. Pourquoi? Parce que vous allez j'ai pas mis de courbe ici, mais quand vous allez chercher un rendement à risque, bien souvent, on va avoir ce qu'on appelle la volatilité. La volatilité, c'est la mouvement haussier ou baissier de la courbe de performance. Donc je sais pas si on me voit bien. En fait, votre courbe, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Si vous placez régulièrement, vous allez parfois placer quand la courbe sera haute, mais parfois quand elle sera basse. Et donc implicitement, ça va vous permettre d'avoir un prix moyen de l'épargne, finalement, ce que vous achetez, un fonds, quand vous épargnez, ça va vous permettre d'avoir un prix moyen d'acquisition qui va être relativement lissé. Et donc ça va vous permettre d'avoir un rendement plus important. Si vous mettez votre argent qu'une fois par an, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on est au plus haut ou au plus bas à ce moment-là sur le rendement. Donc le meilleur conseil quand on va chercher un petit peu de risque avec un profil équilibré ou un profil dynamique, je le répète, si vous avez un profil sécurisé, malgré ma recommandation, restez sur un profil sécurisé. Pour autant, si vous pensez pouvoir investir à long terme, si vous pensez pouvoir investir régulièrement pour le compte de votre enfant et pas complètement fermé à prendre un petit peu de risque, la bonne combinaison, c'est celle-ci. C'est d'aller vous exposer sur un fonds moyennement équilibré, un peu plus dynamique et vous mettre en place ce plan d'épargne régulière pour constituer l'épargne de votre enfant. On va passer maintenant à l'éducation financière des enfants. Pour ma part, je suis assez favorable au concept de l'argent de poche, dès le plus jeune âge, dès 7-8 ans. Pas forcément beaucoup, même si c'est 50 centimes, 1 $. Il est important que l'enfant apprenne à gérer l'argent et surtout comprenne sa valeur.
il apprendra naturellement à se fixer des objectifs, il prendra du plaisir à épargner. Il décidera le lundi qu'avec l'argent de la semaine, il ira s'acheter une sucette, puis finalement, il décidera le vendredi que il va le garder pour avoir une petite voiture le week-end prochain. Donc, il va évoluer. Mais avec cet argent, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans sa tête avant qu'il débourse, qu'il fasse le réel débours. Et même quand il le fera, et s'il fait une erreur, ben, il apprendra. Il apprendra, il se dira, ah, la prochaine fois, je ferai différemment. Et ça rentre complètement dans l'éducation financière. Il est important de leur laisser faire ces petites erreurs avec des sommes, évidemment, comment dire, légèrement, enfin faibles, hein, avec des sommes faibles. Puis tout comme il est important de voir, vous verrez, faites l'exercice, et je suis sûre que je vais se faire sourire beaucoup de parents dans l'assemblée, donnez à votre enfant 2 $, 2, 3 $. Et puis, il veut acheter quelque chose, et puis il vous demande, et puis vous lui dites, bah, non, moi, j'ai pas envie de t'acheter ça, mais toi, si tu veux, tu peux le faire avec votre argent. Bah, vous verrez qu'il réfléchira à 2 fois avant de faire le débours de son argent. Il n'est pas aussi fou que ça. Quand c'est votre argent à vous, il n'a pas de problème et il va réfléchir à son envie du moment. Mais quand il s'agit de son argent à lui, il va analyser la situation avec beaucoup plus d'intérêt et de se dire, est-ce que réellement mon envie vaut le coup que je fasse ce débours d'argent? Donc, je pense que c'est très, très, très important pour ma part de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à cette notion, à cette valeur qu'est l'argent. Et quand on regarde le sondage, on voit qu'il y a 91% des parents qui se disent sensibles à l'éducation financière de leurs enfants. Et pour autant, il y a 40% des parents qui n'impliquent pas leur enfant dans leur propre épargne, qui n'en parlent pas, pour qui c'est un sujet tabou. Et pire, il y a 80% des parents qui n'évoquent pas le montant de leurs revenus, qui n'expliquent pas d'où provient l'argent. Et, et ça, c'est important, en fait, d'avoir ces discussions, de ne pas rendre l'argent tabou. L'argent est quelque chose de, comment dire, l'argent est quelque chose qu'on retrouve au quotidien dans notre vie. C'est pas une occasion. Voilà, ça constitue le fonctionnement de l'économie de notre société. Donc, on ne peut pas passer outre. Donc, on ne peut pas laisser les enfants se découvrir ou se rendre compte à 15 ans, 20 ans de la valeur de l'argent. Ça paraît important qu'ils se projettent, qu'ils se définissent aussi en tant que personne, en tant que futurs citoyens, de comment ils vont créer cet argent-là. Donc là, après, voilà, on démarre sur des sujets de quel métier je veux faire, etc. Mais c'est important qu'ils se définissent uniquement par l'argent, évidemment non, ce n'est pas du tout mes propos, mais qu'ils intègrent cette notion dans leur développement personnel, dans le développement du futur adulte, qui veulent, oui. Et pour finir sur les données de ce sondage, on se rend compte qu'il y a 27% des parents qui sont demandeurs de conseils sur l'éducation financière. Donc, ils ont conscience de ne pas avoir toutes les réponses, toutes les clés. Il y a plusieurs sites qui existent. Il y a des petites plateformes en ligne. Il y a des tutos. On fait aujourd'hui cet atelier aussi pour ça. On mettra beaucoup de contenu sur notre prochain site internet qui va sortir, sur lequel on a dédié beaucoup de contenu sur l'éducation financière. Et puis, un conseil tout simple, n'hésitez pas à faire jouer vos enfants à des jeux de société où il y a de l'argent, comme le Monopoly, comme la Bonne Paye. Là encore, c'est basique, mais c'est efficace. Ça fonctionne bien et c'est très bon pour leur perception. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que leur perception va évoluer dès le plus jeune âge. Ils ne vont pas avoir les mêmes notions de l'argent. À 5 ou 6 ans, la notion de l'argent, pour un enfant, il est complexe. Il n'est pas capable d'évaluer la valeur commerciale. Il pense qu'on va au distributeur et on gagne à tous les coups. Ça sort des billets, c'est génial et ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vous dites à votre enfant, non, ce mois-ci, on n'a pas d'argent pour aller à Disneyland, il va vous répondre, tu as qu'à aller chercher de l'argent au distributeur, maman. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut l'amener à comprendre cette notion. Vers 7-8 ans, l'argent va symboliser quelque chose de symbolique, de sentimental. Il est attaché
à recevoir de l'argent pour son anniversaire. Il a l'impression d'être grand. Voilà. Bon, des fois, on dit, ah, on va pas donner de l'argent à un enfant, on va lui acheter un cadeau plutôt. Évidemment, on ne va pas lui donner que de l'argent. À cet âge-là, ils ont besoin de cadeaux, ils ont besoin de jouer. Mais donner un petit montant, on le voit aussi pour quand ils perdent leurs dents, donner un petit montant, ils ont l'impression qu'ils sont grands et qu'ils sont capables, qu'on leur fait confiance pour pouvoir gérer cet argent-là. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'ils sont très, très précautionneux avec leur argent, surtout sur ces premières sommes-là. À 9-10 ans, l'argent a une valeur plus réelle. L'enfant prend conscience de la valeur économique de l'argent et peut davantage anticiper. C'est là, en général, on commence légèrement à donner des petites pièces, un petit argent de côté, une bonne note, de l'argent. Et là, il va commencer à comprendre le concept d'économie. 11-12 ans, il a très bien compris ce qu'était l'argent et là, il va chercher à faire des tâches ménagères pour se faire payer et donc accumuler de l'argent. 13-16 ans, il va gérer ses dépenses ponctuelles avec son argent de poche. Il va planifier ses sorties avec ses amis en fonction de ce qui lui reste ou aussi en fonction, s'il sait que son anniversaire tombe dans 15 jours, il va retarder certaines dépenses puisqu'il se doute qu'il va pouvoir avoir de l'argent. Donc, il va être dans un raisonnement beaucoup plus d'anticipation dans sa façon de gérer en fait les sommes qui lui seront confiées. Donc c'est important d'encourager les enfants à associer quelque chose de concret avec l'argent en fait, avec leur projet d'épargne, d'associer quelque chose de concret, une acquisition. Un dernier mot pour finir un petit peu cette présentation. On a parlé beaucoup des enfants, de l'éducation. Cette éducation, en réalité, elle est pour tous. Elle est pour nous, adultes, de comprendre certains mécanismes de la société, des choses qui se mettent en place, comprendre à quoi sert l'argent. Et donc, effectivement, faire bénéficier nos enfants dès le plus jeune âge, ça me paraît essentiel. Et ça va devenir de plus en plus vrai. Pourquoi? Parce qu'on voit un désengagement permanent de l'État. Les individus sont de plus en plus amenés à financer certaines dépenses qu'on aurait pu penser de l'ordre de l'État, à savoir les dépenses de retraite, les dépenses de santé. Dans certains pays, c'est davantage pris en charge que dans d'autres. De manière générale, quel que soit le pays, en Haïti, c'est extrêmement vrai, mais dans les autres pays aussi, il y a un désengagement complet de l'État sur ces questions-là, et l'individu doit se prendre en charge de plus en plus. Une complexité des marchés financiers, on fait ces ateliers, pourquoi? Parce qu'on entend aussi régulièrement des gens qui sont intéressés à investir, mais qui nous disent, mais l'épargne, c'est compliqué, les options d'épargne, il y en a de plus en plus, elles sont de plus en plus complexes, je ne m'y retrouve pas. Donc, on est bien d'accord que les choses ne vont pas s'atténuer. Les choses vont continuer d'évoluer et demain, on va pas avoir un marché qui va être complètement simplifié du jour au lendemain. Donc, ce marché il va continuer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution. Attention, je dis juste que oui, il y a une complexité des marchés. Oui, il y a des nouveaux produits financiers qui ressortent. On a vu l'émergence des crypto-monnaies. On a vu, voilà, il y a des fois, il y a du papier, il y a des produits de placement qui s'appellent de l'immobilier papier. Ça peut paraître bizarre, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a des choses il y a des innovations financières qui existent. Et ce sont des bonnes choses, mais il faut les apprendre, il faut les connaître, il faut les comprendre. Donc, plus on s'intéresse à la finance et on fait sa propre éducation, plus on sera armé pour être confronté à ces évolutions, à cet environnement financier aussi qui est également lui aussi en train de changer. On parle aussi dans les nouvelles choses qui émergent, de plateformes de crowdfunding. Maintenant, pour se faire financer, on ne passe plus par la banque, on passe par ce genre de plateforme. Il y a plein de nouveautés qui émergent, ce qui est une bonne chose. Ça permet au marché financier de se réguler, de se dynamiser, mais ce n'est pas forcément toujours évident pour tout le monde d'apprécier, d'appréhender ces nouveautés. Et donc, c'est important, en tout cas pour le groupe Profine,
de mener ces ateliers, aujourd'hui particulièrement sur l'éducation, mais finalement tous nos ateliers ont une vocation à l'éducation financière pour permettre à tous cette accessibilité, cette appréhension des choses, de ces sujets-là. Et donc le groupe Profine a la volonté de vous accompagner. Pour finir, malgré tout, comprendre c'est une chose, être un expert dans un domaine financier, c'en est une autre. Et c'est là où, de manière générale, je vous recommanderais toujours, que ce soit pour votre enfant ou pour vous-même, de faire appel à des experts et des professionnels en la matière pour vous aider à appréhender ces sujets, à vous faire conseiller. Et bien évidemment, vous serez d'autant mieux conseillé que vous aurez compris une grande partie des choses que va vous exposer votre conseiller en placement, votre banquier, etc. Plus il va vous expliquer les choses, plus vous serez formé, plus vous ferez des choix judicieux et en toute connaissance de cause pour faire croître votre épargne et celui de vos enfants. Voilà un petit peu pour aujourd'hui ce que j'avais envie de vous raconter sur la manière de constituer l'épargne pour vos enfants. J'espère que vous avez des questions, que ça vous a plu et je suis à l'écoute de vos réactions. Alors, merci beaucoup, Gaëlle, pour cette présentation très complète et instructive. Donc, nous vous invitons à poser toutes vos questions dans le Q&A. Et pour le moment, nous avons une question dans le chat. Donc, alors, la personne dit qu'elle a beaucoup appris pendant cette présentation, qu'elle était très enrichissante et dit qu'en cas de décès, dans le cas d'un enfant monoparental, quel sera le suivi pour ce compte de placement? Ça va rentrer dans la succession légale, c'est-à-dire que ce compte de placement, il est au nom de l'enfant, mais il appartient au patrimoine du parent, puisque l'enfant est considéré juridiquement comme incapable jusqu'à sa majorité. Donc, en fait, cet argent va également rentrer dans le patrimoine de la succession et donc va être donné à l'enfant, mais le placement en tant que tel va être arrêté. C'est-à-dire que ça va rentrer dans la succession, ça va être déposé sur un compte jusqu'à la majorité, mais pas forcément placé. Après, ça va être statique. Les sommes qui vont être constatées au moment du décès vont être constatées, figées et mis sur un compte en attendant la majorité, mais ne continueront pas à générer des intérêts. Merci, Gaëlle. Alors, Michael Givenchy, vous pouvez y aller. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci pour la présentation et je suis nouveau sur votre plateforme. Ma question, c'est que je suis vraiment novice dans le secteur de l'investissement et c'est ce qui m'a motivé pour participer à cet atelier. J'aimerais savoir, dans le cas où je veux investir mon argent, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner, peut-être que dans un bureau que vous avez à Pétionville ou quelque part d'autre, est-ce que quelqu'un peut me conseiller sur les différents types d'investissements que je peux faire avec mon argent et me guider sur la rentabilité et tout ça? Oui, tout à fait. C'est peut-être justement ce qui nous distingue, on va dire, d'une banque commerciale. Nos commerciaux ne sont pas des commerciaux, on les appelle des conseillers en placement. C'est leur propre de leur rôle. C'est de définir avec vous, que je sache, si vous avez la possibilité, je vous invite à regarder l'un des premiers ateliers qui explique justement comment ça se passe lorsqu'on veut investir pour la première fois. Et donc, en fait, ils vont regarder avec vous, définir avec vous, vous poser une série de questions pour comprendre vos objectifs, pour comprendre quelles sont vos contraintes, quel est votre profil d'investisseur, quel est votre souhait en termes de rendement.
En fonction de ça, ils vont affiner leurs propositions financières et ils vont vous faire 1 ou 2 propositions qui vont correspondre spécifiquement à votre profil, à vos besoins, à vos objectifs. Donc là, je vous invite, je pense que ça doit être sur le chat de conversation, d'aller voir s'il y a un lien pour remplir et puis demander un rendez-vous avec nos conseillers en placement. OK, merci. Je vous en prie. Nous avons notamment une question de Daphné Sergi. Alors, vous pouvez y aller. Bonjour. J'ai déjà participé à plusieurs de vos présentations, alors c'était super intéressant, donc merci. Attends. Oui, j'ai une question. Je suis occupée. J'aimerais savoir, lorsque vous parliez par exemple, il y avait une photo je vais reprendre, c'était un cadran avec, par exemple, si la personne met $1000 au début et puis elle ajoute $100 par mois. Est-ce que l'intérêt est calculé sur tous les $100 de tous les mois, donc les 12 mois, les $1200 plus les $1000, donc à 4% d'intérêt? Ou bien est-ce que c'est seulement la personne, on calcule l'intérêt par rapport aux $100 mis sur les $1000? Parce que je suis un petit peu perdue dans cette partie-là. Je ne sais pas c'est quoi, au fait. Qu'est-ce qui donne le montant après, comment vous calculez les intérêts exactement? Au fait, c'est ça ma question. Les $1000 qui sont investis, ils sont investis à 4%, donc ils vont donner $40 au mois de janvier. Donc, alors, si c'était 4% mensuel, donc on va dire que le taux il est à 12% pour faire simple, pour que je fasse les calculs de tête. Donc le taux il est à 12%, donc ça veut dire 1%. Alors c'est pas tout à fait vrai mathématiquement, c'est pas 1% par an parce que c'est pas c'est pas un taux linéaire, c'est un taux composé. Mais juste pour faire simple sur le principe, on va dire que ça va fonctionner au début comme un taux linéaire. On va dire que pour $1000, vous avez donc 1% par mois. Donc, vous avez $1010. Au mois de février, les $1010, et ben, le 1% va s'appliquer sur les $1010. Donc, ça va vous faire $1011, je pense, etc., etc. Au mois de mars, vous allez placer à 1% les $1011. Et voilà. Donc là, après, il me faut une calculatrice pour continuer à dérouler les mois. Mais votre calcul, il va se faire comme ça, en fait. C'est pas chaque mois un calcul qui se fait. On prend le résultat du mois précédent, donc la somme initiale plus celle que vous avez éventuellement versée, mais surtout plus les intérêts. Et c'est l'ensemble de cette somme-là qui est considérée comme la nouvelle somme de départ pour le mois d'après. Ou l'année d'après, voilà, si on raisonne en mois ou en année. Donc, c'est ça les intérêts composés. On travaille à faire en sorte de mettre ce calculateur qui est fabriqué, qui est un calculateur qu'on utilise en interne, mais il sera bientôt également disponible sur nos sites internet. Vous pourrez faire vos simulations par vous-même, ce qui sera beaucoup plus intéressant pour chacun d'entre vous. À noter également, j'ai oublié de le dire, il y a une campagne spécifique sur les comptes mineurs qui sera lancée pour les fêtes de fin d'année, où normalement, chez Profin, l'ouverture d'un compte, il est chargé à $110. Et donc là, les frais d'ouverture de compte pour un enfant mineur seront offerts durant toute la période de Noël pour inciter justement l'épargne à vos parents. Voilà, pour que les parents soient incités à constituer une épargne à leur enfant. Je l'ai dit dans l'ordre. OK. Je ne sais pas si je peux parler toujours. Merci beaucoup pour la réponse. Je prenais des notes en même temps. Et je voulais savoir, est-ce qu'on est obligé de mettre $100 chaque mois? Est-ce que c'est un argent spécifique qui est obligatoire ou bien est-ce que la personne peut ne pas mettre attention, est-ce que la personne peut ne pas mettre, par exemple, pendant 1 an et puis même si les $1000, on les calcule au 4% et que la personne décide de réinvestir cet argent-là pour l'année prochaine et l'année prochaine commencer à faire des versements? Ou bien c'est quelque chose de très strict?
Non, non, c'est complètement flexible. L'objectif, c'est nous, là, quand je parle d'investissement régulièrement et de 100 $ par mois, c'est un conseil. Mais évidemment, voilà, vous pouvez mettre 1 000 $ à Noël parce que voilà, et puis ne rien mettre pendant 1 an et remettre l'année prochaine en fonction de votre capacité. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est important d'être que vous, en tant que parent, vous soyez en ligne aussi avec votre propre d'épargne. Donc, il faut qu'elle soit modulable en fonction enfin, l'épargne de votre enfant doit être modulable en fonction de votre propre capacité d'épargne. Ensuite, effectivement, on parle de 100 $ parce que dans les fonds qu'on propose, dans les solutions de placement, le montant minimum au départ est de 1 000 $ pour un premier investissement, mais ensuite, c'est un montant minimum de 100 $ par ajout. On n'a pas aujourd'hui de fonds avec des seuils plus bas. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, nous allons passer à l'autre question. Alors, Monsieur Telfort, vous pouvez parler. Allez-y. Oui, j'ai entendu, j'ai senti ça. Bonjour, merci pour la présentation. En fait, ma question, si je veux garantir le financement universitaire de mon enfant, disons environ dans 16 à 17 ans environ. Et j'estime pour le moment, ce montant-là sera de 300 000 $ que j'aurai besoin pour financer ces études universitaires. Donc, quel produit, selon vous, qui pourra m'aider à répondre à cet objectif de financement universitaire? Ma réponse ne sera pas, je ne vais pas vous donner le nom d'un produit. Par contre, ce qui m'intéresse dans votre question, c'est que vous avez un objectif très précis. Donc, en fait, c'est intéressant. Et en fait, on va faire le calcul dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà combien vous allez devoir placer par mois pour atteindre votre objectif dans 16 ou 17 ans. Et on va, à ce moment-là, vous proposer plusieurs options de rendement. Et plus vous allez choisir un rendement élevé, plus vous aurez moins d'efforts à faire, mais plus, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera sujet au risque. Donc là, après, c'est vous qui ferez votre choix. Nous, on va vous faire différentes propositions. On va faire le calcul des montants que vous serez amené à placer durant ces 16-17 ans. Et en fonction des résultats qui vous seront proposés, alors là, vous déciderez du produit vous-même et vous déciderez de manière éclairée. Mais a priori, enfin, voilà, voilà, a priori, je pense que voilà, 16-17 ans, je continue sur ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faudra au moins un produit dit équilibré. Okay. Merci beaucoup. Donc, de la même manière, je vous invite à prendre contact pour qu'on fasse cet exercice avec vous et vous accompagner dans votre démarche. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, juste avant de passer à la question suivante, je voulais vous informer que dans le chat, au fait, on vous a mis le lien qui va vous permettre de remplir votre profil d'investisseur et notamment le lien pour avoir un rendez-vous téléphonique, virtuel ou en personne avec un de nos conseillers en placement. Et ces liens sont notamment disponibles sur notre site internet qui est www.groupeprofine.com. Donc, nous vous invitons à aller le consulter. Donc, la question de M. Thierry Pascal qui dit que dans le cas d'investissement pour les enfants ou bien encore de façon générale pour nous les parents, est-ce que le groupe Profine offre des placements sur des produits en Haïti seulement? Oui et non. Oui et non. La vérité, c'est qu'on observe. Là, on a une vocation à être sur les Caraïbes. Et donc, on a une société jamaïcaine dans lesquelles on est investi, par exemple. Donc, on va aussi chercher ces produits-là. Donc, ça dépend, en fait, des opportunités de marché. Naturellement, on a une partie du portefeuille qui a une exposition dans les entreprises haïtiennes, locales. Mais on tend et on a conscience de la nécessité à faire évoluer certains portefeuilles qu'on essaye
diriger, excusez-moi, qu'on essaye d'orienter avec une gestion beaucoup plus internationale. Et on a aussi des partenaires financiers. Donc là, en fait, pour lequel on fait une proposition de gestion, mais la gestion n'est pas faite en Haïti, elle est faite aux États-Unis. Et donc là, vous avez accès complètement au marché étranger dans leur totalité. Donc, les produits qui sont gérés chez nous ont une dominante haïtienne, mais pas seulement, caribéenne et américaine notamment. Et après, on propose des produits à dominante complètement internationale qui sont gérés par notre partenaire, par notre partenaire financier qui est situé aux États-Unis. Donc, je pense que vous aurez une possibilité de trouver différentes solutions et pour répondre à votre problématique selon la pondération que vous souhaitez avoir dans votre portefeuille d'entreprise locale. Merci Gaëlle. Alors, j'espère que ça a répondu à la question. Maintenant, on a une autre question de Willy Myrtil Silias qui nous remercie pour cette excellente présentation qui lui a ouvert les yeux sur les opportunités à saisir tout de suite pour ses enfants et qui demande est-ce qu'il est possible d'accéder au conseiller en placement même sur une base vide, être obligé de se rendre au bureau de Profin. Alors, oui, il est possible. Vous allez trouver le lien sur le chat pour pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller en placement et choisir l'option qui vous convient. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez aller sur le site du groupe Profin, www.groupeprofin.com, pour faire notamment votre profil d'investisseur. Gaëlle, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, Erika, tu as totalement raison. On essaye de développer au maximum d'utiliser au maximum les nouvelles technologies, de sorte à, pour ceux qui le souhaitent, limiter au maximum les déplacements physiques. Donc, l'entretien, etc., peut complètement se faire en ligne. En fait, toute la gestion et la relation de votre compte peut se faire entièrement en ligne. La seule obligation légale sera au moment de l'ouverture de compte de venir signer physiquement un document. Et ensuite, toute la gestion se fait. Et même ce document physique, on essaye de voir, parfois pour les clients qu'on a à l'étranger, de voir comment on peut leur acheminer directement ce document via les transporteurs habituels, de sorte à faciliter au maximum la mise en relation, voilà, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, quelle que soit la province, etc., pour que ça se diffuse. Voilà, merci. Et donc, nous avons une autre question de Michael Givinci-Louis qui dit, étant donné que je peux investir pour l'avenir de mon enfant jusqu'à au moins 18 ans, qu'est-ce que je peux avoir comme garantie sur l'existence de Profin dans 18 ans? Alors, Monsieur Givinci-Louis, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à votre question ou c'est bon. Mais entre-temps, Gaëlle, si tu pouvais répondre à la question, donc la garantie de l'existence de Profin dans 18 ans. Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'est tout d'abord, Profin est une institution financière qui est régulée par la BRH. Elle est soumise à la loi bancaire de mai 2012 et donc, à ce titre-là, a certaines obligations vis-à-vis des investisseurs et qui sont régulièrement vérifiées lors de contrôle par la BRH pour s'assurer qu'on respecte le cadre et les dispositifs. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça, puisque ça permet, il y a des manquements auxquels on ne peut pas faire face. Ensuite, on a tout un service d'audit interne, de gestion des risques, etc., comme l'exige la BRH, qui nous permet de s'assurer et d'identifier les risques éventuels. Donc voilà, déjà, il y a ce cadre-là qui existe et qui nous permet de fonctionner en respectant les règles du jeu. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, est-ce que Profin sera là dans 18 ans? J'ai envie de dire peu importe. Pourquoi? À la différence des banques commerciales, on n'investit pas pour... quand on a des investisseurs
ne rentre pas dans le bilan de la société. Tout ça, ça rentre dans notre hors bilan. Ces actifs, on est mandaté pour gérer pour le compte de tiers, c'est-à-dire qu'en fait, on est un intermédiaire. Donc, si demain, pour faire simple, Profin disparaît, donc l'intermédiaire tombe, peu importe votre argent, lui, il est toujours placé. Donc, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? La BRH soit mandaterait une institution existante pour reprendre ce rôle d'intermédiaire, et donc vos placements, eux, continueraient, soit la BRH le ferait en direct. Donc, on peut imaginer qu'elle pourrait éventuellement le reprendre en direct. Donc, en fait, je dirais qu'à l'instar des banques commerciales, comme on a pu voir par exemple pour Lehman Brothers en cas de faillite, etc., où il y a un risque de perte, nous ne sommes qu'un intermédiaire, un conseiller en placement, et on va diriger l'argent et on va le placer soit vers des obligations d'État, soit vers des obligations d'entreprise, soit vers des actions d'entreprise. Donc quand je parle d'obligations d'État, ça peut être des obligations émises par les États-Unis, alors à court terme, à 3 mois, 6 mois, des obligations émises par la BRH. Voilà, donc tant que ces émetteurs, eux, sont en vie, ils n'ont pas de problème de dépôt, voilà, et d'où, alors voilà, peu importe si l'intermédiaire fait faillite ou non, j'ai envie de dire. Alors, je dis sont en vie et ne déposent pas le bilan. Et donc, ça revient, j'en profite, je rebondis, ça revient à la question tout à l'heure dont on parlait de diversification quand je parlais des actions. Acheter un titre, une action sur une société, même si peu importe finalement si l'intermédiaire, finalement, votre question, elle vaut aussi pour cette entreprise. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Mais en tout cas, il faut le faire de manière prudente et rationnelle, c'est-à-dire ne pas investir, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et à démultiplier le choix des émetteurs pour avoir un investissement équilibré. Et c'est dans ce cas de figure que le Profin propose des fonds communs de placement qui sont gérés pour vous. Donc, cette diversification, cette acquisition de plusieurs titres, cette analyse de plusieurs émetteurs, elle est faite pour le compte de nos investisseurs. Donc, on est la plateforme qui permet l'investissement vers ces entreprises, mais on n'est qu'un intermédiaire. Donc, voilà, mais compte tenu de ce qu'on réalise et de ce dont on a l'ambition de réaliser, je suis sûre que le groupe Profin sera malgré tout encore là dans 18 ans. Merci. Alors, j'espère que ça a répondu à la question. On va passer à l'autre question de M. Emmanuel Scholl qui dit que malheureusement, il s'est connecté au moment des questions et nous demande quel est le montant minimal, le nombre d'années minimal et le taux d'intérêt minimal pour les placements pour les comptes pour enfants. Un compte pour mineurs, c'est un compte de placement comme n'importe quel autre compte, simplement au niveau de la documentation d'ouverture de compte, il est bien spécifié que ce compte est ouvert pour le nom et pour le compte d'un mineur, justement. En termes de placement, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. La première question, c'est quel est le taux minimum qu'on propose? On propose du 2,75 sur 3 mois. Donc évidemment, on l'a bien compris, ce n'est pas du tout le produit approprié pour un mineur puisqu'il a du temps devant lui. Donc on ne va pas aller chercher ce genre de produit. Après, en termes de produit le plus sécurisé, on va être sur du 4%. Normalement avec un horizon de placement à 1 an. Donc là, sur les parents qui veulent prendre vraiment zéro risque, le genre de produit qu'on peut imaginer. Donc voilà, on a une série de produits. On a un produit aussi à rendement fixe à 5,25 sur 3 ans. On a un produit avec un petit peu plus qu'on appelle équilibré, qui a du 6,5 sur 3 ans. Mais là, en fait, le 6,5 n'est pas constant. Il peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Merci. Alors, nous allons passer à l'autre question de Michael Givenchy-Louis qui dit quels sont les risques si j'interromps un placement avant sa durée? Quand on gère un fonds avec un peu de risque, on définit une espérance de rendement. Donc, on va identifier des investissements sous-jacents qu'on va réaliser et en fonction de ces investissements, de leur maturité, etc., on va estimer
en fonction de nos analyses financières, on va estimer un rendement. Quand quelqu'un sort plus tôt, la difficulté, c'est qu'en fait, on a fait aussi nos calculs en fonction de la donnée de temps. Et donc, quand quelqu'un sort plus tôt, on n'est pas forcément sûr d'avoir réalisé la performance promis à temps. Donc, je donne un exemple. Sur un fonds qui a 3 ans, on va faire des investissements sur qui vont être aussi sur 3 ans, certains sur 5 ans, d'autres sur 1 an. On va essayer de lister, d'avoir une diversification des maturités, une diversification des émetteurs. Et on va estimer qu'au bout de 3 ans, on aura par exemple du 6,5%. Si la personne sort au bout de 2 ans, il y a certaines choses qu'on aura réalisées, et puis il y a certains placements, peut-être un titre pour lequel on aura espéré un pic haussier, n'aura pas eu le temps de se réaliser finalement. Donc en fait, la performance ne sera peut-être, je donne un exemple, sera peut-être de 4,5, ou au contraire, des fois, on a des fonds pour lesquels on réalise de très bonnes performances en avance. Mais voilà, l'objectif et l'horizon de temps, il a cette vocation-là, il a la vocation de permettre à nous, professionnels, de pouvoir faire des investissements par derrière, conformément à ce qu'au départ, au cahier des charges qui a été donné. Donc, quand quelqu'un s'en va avant, le principal risque, il est celui-ci, il est de ne pas voir le taux espéré s'être réalisé. Ensuite, c'est un deuxième, et non pas risque, mais là, cette fois-ci, pénalité. C'est-à-dire que nous-mêmes, on investit cet argent sur 3 ans quand le souscripteur nous l'a confié, quand l'investisseur nous a confié cet argent pour 3 ans. Et donc, ça veut dire que s'il réclame son argent avant, nous-mêmes, on va être obligé de casser le placement qu'on aura réalisé en fonction. Et donc, on va être sujet à des frais, et des frais qu'on va reporter sur l'investisseur qui va casser son placement par anticipation. Donc ça, c'est pas un risque, c'est un fait, c'est une pénalité de sortie anticipée. Donc c'est important de bien définir vos objectifs financiers, mais aussi vos objectifs en termes d'horizon de placement. Et pour être en ligne, en fait, il faut qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il faut que vos investissements vous correspondent à ce que vous avez envie, correspondent à ce que vous souhaitez. Et bien souvent, des gens, des fois, mettent de l'argent en mettant, je donne un exemple, en mettant 30 000 $ sur un fonds à 3 ans. Et potentiellement, ils ont d'autres envies, d'autres besoins. Pourquoi ne pas mettre, je ne sais pas, 10 000 $ à 3 mois et puis les 20 000 $ après à 3 ans? Il n'y a pas toujours ce réflexe de segmenter l'épargne que vous avez constituée. Et voilà, et là, en fait, vous évitez, vous avez votre épargne qui est placée sur du court terme pour vous permettre de gérer les imprévus. Et puis, vous avez une autre partie. C'est important aussi de segmenter les potentiels besoins de son épargne et de les placer en conséquence. Alors voilà, merci beaucoup. Nous n'avons plus de questions pour l'instant. Alors, nous aimerions vous remercier d'avoir suivi l'atelier sur l'investissement, comment investir pour vos enfants, qui a été présenté par Gaëlle Jeannot, directrice exécutive de NAOS, qui est le gestionnaire d'actifs du groupe Profin. Et nous vous invitons déjà à participer au prochain atelier sur l'investissement qui aura lieu l'année prochaine, donc le 20 janvier 2024 à 10h du matin, qui sera notre premier atelier sur l'investissement de l'année prochaine et qui s'intitulera « Planifier vos objectifs financiers pour cette nouvelle année ». Les ateliers sur l'investissement… Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Gaëlle? Effectivement, il y a des coupures. Merci beaucoup de votre présence, de vos questions, de votre intérêt. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers pour davantage de personnalisation dans vos problématiques d'investisseurs, hein, afin que vous ayez des réponses qui soient vraiment orientées pour vous, sur mesure. Et notre équipe, elle est disponible pour ça. Et je rappelle que les frais d'ouverture de compte pour mineurs sont gratuits pendant la période de fin d'année. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis à bientôt. On se retrouve l'année prochaine pour les prochains ateliers.
Merci. Alors, les ateliers sur l'investissement vous sont apportés par le groupe Profin et sont produits par Profin TV. À l'année prochaine pour le prochain atelier.